Bienvenue dans ce nouveau rapport. Aujourd'hui, on va parler de la PT, du groupe cybercriminel Lock-in. Alors, pourquoi Lock-in? Vous allez voir. On va déjà contextualiser, hein, comme tout. Je vous parlerai ensuite des techniques utilisées par le code malveillant, qu'on appelle CACBOT. Ok? QAKBOT. Mais déjà, retraçons un petit peu pourquoi la France s'est intéressée à cet APT qu'on appelle lock-in. Durant la période 2020-2021, on a eu des compromissions de beaucoup de systèmes d'information d'entreprises françaises qui ont été signalés à l'ANSSI. On a eu la compromission d'une société française dans le secteur manufacturier en juin 2020, hein, qu'on appellera Société A pour des raisons de confidentialité. La compromission de la société de transport GEFCO, hein, en septembre 2020. Compromission du journal Ouest France, novembre 2020. Compromission du groupe pharmaceutique Fareva, mi-décembre 2020. Compromission d'une société de services française en février 2021, qui sera appelée par la suite Société B. Pareil, n'a pas voulu qu'on donne son identité. Compromission de l'entreprise pharmaceutique Pierre Fabre vers fin mars 2021. Donc, outre la présence constante de Cagbot, en tant que première charge utile, certains incidents présentaient d'autres points communs. Dans 4 sociétés, la société A, Jeffco, Fareva, Pierre Fabre, la convention de nommage de la charge utile Cagbot était la même. Dans 5 incidents, Jeffco, Fareva, Pierre Fabre, Ouest France, Société B, l'emploi de Cobalt Strike, dont je vous avais déjà parlé, a été observé. Dans 4 incidents parmi ceux-ci, Jeffco, Fareva, Pierre Fabre, Société B, les noms de domaine des serveurs de commande de contrôle associés à Cobalt Strike présentaient la même convention de nommage. Ils usurpaient des domaines d'Akamai et d'Azure, hein, comme vous le savez, qui permettent d'acheter des noms de domaine et faire du cloud. Cette infrastructure est nommée Cluster Akamai Azure dans la suite du document. Et dans ces 3 incidents, Jeffco, West France, Pierre Fabre, l'outil d'exfiltration Airclone a été employé avec une même convention de nommage d'exécutable et de son fichier de configuration qui est basé sur l'usurpation du service SVC Host. Ok, donc SVC Host, élément critique, hein, au sein de Windows. Très souvent, on va essayer de renommer le malware euh, le .exe par svc host.exe où généralement on va essayer de faire une migration du processus dans SVC host via les interfaces de programmation Windows, hein. Vous savez, contrairement à Linux, les API de Windows permettent de faire des choses assez incroyables, hein, et qui devraient limite ne pas pouvoir se faire, c'est à savoir migrer un processus dans un autre processus. Et comme SVC host est critique et qu'il se lance au démarrage de la machine, ça vous permet d'installer de la persistance, hein, et de faire de l'évasion puisque voilà, hein, on pourra induire éventuellement en erreur les équipes de blue teaming puisque elles verront un processus légitime. Donc, si on doit faire un peu le point, hein, pour savoir de quoi on parle, la convention de nommage employée lors des incidents d'Ouest France et Société B n'est connue ni de l'ATSI ni de ses victimes, hein. Donc il y a encore une zone de flou. L'infrastructure de l'implant Cobalt Strike découvert chez West France est également ni connue de l'ANSSI ni de ses victimes. Akamai Technologies, c'est une société américaine, hein, qui est spécialisée dans la mise à disposition de serveurs de cache, hein, pour les entreprises. C'est un peu, on a ce qu'on a avec Cloudflare, hein. C'est ce qu'on appelle des CNI. Donc, avec Cloudflare, on appelle ça, ouais, voilà, un Cloudflare Network Interconnect, hein. Ça va permettre de booster les performances et ça va faire des sortes de relais, si vous voulez, hein, plutôt que rediriger tous vos clients vers votre serveur distant web ou votre infrastructure. Vous pouvez demander à Akamai, à Cloudflare, hein, de faire des clones, en fait, hein, des copies qui vont servir de cache et en fonction de l'utilisateur, s'il est en Afrique, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Europe, etc., eh ben, il va se connecter, hein, au CNI le plus proche. Ça permet d'avoir des temps de latence beaucoup plus courts, un chargement plus fluide et une redondance, hein. C'est-à-dire que même si le serveur vient à tomber, le vôtre, vous avez quand même les autres points CNI, hein, qui permettent de prendre le relais le temps que
vous remontiez, vous redémarriez l'infrastructure. Ok. Donc le cache protège parce qu'il y a des technologies de pare-feu et plutôt d'exposer le site, hein, les caches vont se synchroniser à votre site web, à votre infrastructure, à votre site marchand, ok, et font des clones. Et c'est ce qu'on met à disposition des utilisateurs. En fait, ils se connectent pas directement à votre site, ils se connectent au cache via les CN. Hein, on va faire très simple. Vous ne connaissez pas, pardon, ce type d'architecture. Bon, Microsoft Azure, bah, c'est la plateforme hein, de services nuagiques. J'adore. Service de cloud, hein, parce qu'on va arrêter aussi à vouloir tout franciser, ça veut plus rien dire. Service nuagique. Alors là, franchement, je l'avais pas entendu, hein. Et c'est dans le texte. C'est document de l'ANSSI, 25 octobre 2021. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc, l'outil d'exfiltration éventuellement utilisé lors de l'incident A, B et Fareva est également ni connu de l'ANSSI ni des victimes. Et Airclone, c'est un outil open source de ligne de commande que je vous présenterai pour gérer et migrer du contenu sur des services de cloud, hein. Donc, on verra pas Airclone aujourd'hui. Par contre, je vais vous disséquer comment fonctionne Cackbot. Hein, Cackbot qu'on a retrouvé plusieurs fois. On parlera du rangiciel Sodinokibi, qui a été utilisé, pareil, hein, notamment dans Muddy Water. Si vous regardez un petit peu les news, hein, on a eu le Pentagone qui s'est fait poutrer le 12 janvier, le 21 janvier, hein, donc il y a 2, 3 semaines. C'est Muddy Water, c'est une APT, c'est de l'Iran, hein, et pareil, je vous ferai un petit compte rendu de Muddy Water, hein, puisqu'ils opèrent depuis 2017, on va dire, hein, un peu partout dans le Moyen-Orient, et plus récemment, ils sont attaqués à des entreprises dans le gaz, dans le pétrole et au Pentagone, hein, complexe militaro-industriel. Donc on en reparlera, ça fera peut-être mon troisième rapport de Threat Intel. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Lock-in, hein, on va voir un petit peu les tactiques, techniques et procédures qui sont utilisées et je vous parlerai un petit peu euh, de Doppelpaymer, hein, de Prolock, d'Egregor, puisqu'ils ont également été utilisés dans cette propagation hein, de cette cyberattaque. Le but, c'était d'installer des rangisciels pour pouvoir réclamer de l'argent, hein. Et donc, on a un modèle économique, hein, vous le savez, aujourd'hui, les rangisciels, soit vous les déployez en tant que client, soit vous pouvez les déployer en tant que race. Race, hein, ça suit le modèle et ça veut dire ransomware as a service, hein. Donc c'est typiquement vous payez une solution, mais c'est plus qu'un simple logiciel en fait, c'est toute une infrastructure avec un serveur de command and control, des agents type Cobalt Strike et un vrai cloud, service cloud qui permet de faire du logiciel à l'échelle planétaire, hein. Donc c'est des solutions qui coûtent extrêmement cher qu'on trouve sur le darknet. Donc, vous devez peut-être connaître un peu Sodinokibi, hein, c'est alias Revil, hein, Revil, opéré par le groupe cybercriminel Pinchy Spider. Et on avait également un site de divulgation de données qui était associé à ce logiciel, hein. Je vous en avais parlé, le FSB a démantelé bah, les papas de Revil il y a quelques semaines, quelques mois. Et il y a eu un coup de filet en cette début d'année 2022 et ils ont arrêté la plupart du groupe qui était derrière Revil, hein, qui attaquait et qui demandait des rançons un peu partout en Europe et aux États-Unis. Doppelpaymer, c'est un logiciel de la famille de BitPaymer, hein. Vous savez que généralement, en termes de nomenclature, on garde le tronc commun, hein, c'est-à-dire là, c'est un paymer, Paymer, et on garde les évolutions. Les évolutions, on a commencé via BitPaymer, et ensuite on est passé à Doppelpaymer. Donc vous voyez que la première chose qui change, en fait, c'est l'évolution du malware, et on garde sa racine, hein. C'est pour ça qu'en criminalistique, en threat intel, vous verrez tout le temps ce concept. C'est pour ça que vous verrez plein de malwares qui se terminent par le même nom, hein, mais c'est normal. C'est pour reconnaître la famille du malware. C'est la nomenclature habituelle qu'on utilise. Ensuite, on a Prolock. Prolock, c'est un logiciel, pareil, rançongiciel, donc ransomware, hein, qui est apparu début 2020 et qui n'a pas arrêté d'être exploité.
Donc le RAS, hein, on va voir, comme vous voyez, sur le croquis, hein, on a Egrégor, Sodino Kibi, Doppelbeimer, Prologue, hein. On voit les différents acteurs qui ont été touchés, hein, au niveau des incidents qui ont été signalés à l'ANSSI. On voit les rapports d'éditeurs, hein, sécurité intérieure, et ce qu'on appelle du DFIR, hein, donc c'est l'Incident Response. C'est typiquement l'analyse de forensique, hein, interne pour essayer de comprendre l'activité des malwares et leur fonctionnement, faire de l'intel gathering, du threat analysis et surtout de l'incident response, hein, c'est-à-dire gérer les cyberattaques. Je vous mettrai en document d'ailleurs 3 livres de l'ANSSI, hein, qui vous expliquent comment gérer à la fois la communication quand vous êtes touché par une cyberattaque, comment agir lorsqu'il y a une cyberattaque, hein, et voilà, la méthodologie, euh, pareil, les tactiques, les techniques et les procédures qu'on utilise en défense lorsqu'on subit une cyberattaque. Pour les plus curieux, vous apprendrez beaucoup de choses si vous voulez travailler plus tard dans la cybersécurité. Ok? Je vous mettrai les 3 PDF en lien. Donc parlons un peu de Lockean. Lockean, donc Lockean. Donc toujours, on essaie de corréler les informations et en effet, il y a des incidents et des points communs, hein. Il y a des investigations qui ont été menées par l'ANSSI afin de confirmer l'existence de ce groupe de cybercriminels et son modus operandi, de distinguer ses principales techniques, tactiques et procédures, les TTP, comme vous le savez. Donc c'est une première puisque elle a toujours volé, en tout cas cette APT, sous les radars, hein. L'ANSSI n'avait pas connaissance de précédents travaux reliant techniquement toutes ces activités malveillantes et les associant à un même groupe d'attaquants. Donc c'est la première fois qu'on voit ça. C'est la première fois qu'on voit ça, donc on lui a donné le nom de Locky, hein. Il faut catégoriser, et si jamais on n'arrive pas à relier une APT, eh ben on en crée une nouvelle avec tous les TTP associés, hein. C'est comme ça qu'on fait du threat intel. Donc infrastructure Cobalt Strike, vous le savez, c'est du C2 et il a besoin de plusieurs noms de domaines de serveurs, hein, et qui ont été déposés via des domaines Akamai et Azure. Donc en outre, le terme technologie et ses dérivés, hein, se trouvent régulièrement dans les domaines et un même nom de domaine est parfois réutilisé en dérivant son PLD. Je vous en parle tout le temps. C'est ce qu'on appelle le top level domain. Alors, le but ici, c'est de feinter euh, la cible, hein, puisque naturellement, ça fait beaucoup plus professionnel, hein. Si on regarde un peu, c'était quoi? On avait du Akamai et Cloud, .tech, hein, .digital, hein, .industries, .network. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on appelle des techniques de mascarade, hein, masquerading techniques. Techniquement, ce sont des techniques en hacking pour feinter, pour tromper, pour duper l'utilisateur sur la vraie nature d'une chose. On peut utiliser les masquerading techniques, typiquement, au lieu d'appeler mon virus virus.exe, je vais l'appeler, vous l'avez compris, svc host.exe. Ça, c'est des techniques de mascarade, hein. Je vais utiliser des logiciels internes connus dans le système d'exploitation, là si on parle de Windows, et je vais copier, hein, et dériver les noms de mes virus en les renommant et en leur mettant une nomenclature précise, c'est-à-dire en utilisant des logiciels, des programmes qui sont préinstallés, qui sont natifs, qui permettent le bon fonctionnement du système d'exploitation. Ça va me permettre d'offusquer, première couche d'offuscation. Ok? Après, ça voudra dire que les parties défensives devront lancer des fonctions de hachage, faire de l'analyse forensique, hein, pour savoir si c'est le binaire légitime ou bien enfin celui de Windows ou c'est un binaire malicieux qui se fait passer pour, hein. Et ben on retrouve aussi cette technique. Vous pouvez utiliser cette technique pour manipuler les noms de domaine, hein. On va jouer sur les noms de domaine, soit pour faire des attaques de phishing, spear phishing, hein, essayer de vous rerouter vers un site
qui n'est pas le bon, hein, mais parfois il y a que quelques lettres qui changent, hein. On va essayer de vous induire en erreur, ou on peut utiliser cette technique de mascarade, là en l'occurrence, pour gagner la confiance, puisqu'au niveau des logs, hein, bien sûr, euh, si je mets un point virus ou un point malware, ça va être beaucoup moins professionnel, hein, que un point digital, point industries, point tech, hein, qui inspire beaucoup plus confiance au niveau du nom de domaine, hein. Donc, comme d'habitude, hein, au niveau des incidents, on a malheureusement les acteurs qui ont été impactés. Au nom de domaine, c'est les noms de domaine qui étaient utilisés pour aller communiquer vers les serveurs de command and control. Je vous rappelle, si vous aviez pas vu ma précédente vidéo de Threat Intel, comment ça se passe? Eh ben, on a un ou plusieurs centres de command and control. C'est vraiment le centre opérationnel, hein, qui va donner les ordres sur le théâtre d'opération, puisqu'on parle de cyberguerre, et on va déployer des agents, hein, qu'on appelle beacons, comme je vous l'avais dit, sous Cobalt Strikes, et ces balises, littéralement en français, vont renvoyer des informations via euh, les serveurs de command and control, hein. Et techniquement, on va utiliser, on peut utiliser d'autres services, hein, pour communiquer, hein. Dernièrement, je vous parlais de Muddy Waters. Muddy Waters utilisait quoi? Utilisait Filebin et Pastebin, hein, pour télécharger d'autres malwares. Je vous ai dit que les hackers, à un certain niveau de sophistication, peuvent se servir de n'importe quoi comme de relais. Je peux me servir de Facebook, je peux me servir de Twitter, je peux me servir de LinkedIn, je peux me servir de Pastebin, ok? Et je vais quoi? Contrôler, commander mon bot, hein, à partir de ça. Je déploie mon agent, je dis à mon agent, écoute, plutôt que communiquer directement avec quoi? Avec le serveur de command and control, tu vas te connecter à l'interface de programmation de tel ou tel réseau social, hein, et tu vas récupérer des données que je t'ai laissées, hein. Et on va pouvoir laisser des messages, par exemple, sur Twitter, et le bot va se connecter automatiquement à ce message, et lui, il va comprendre ce qu'il doit faire, hein. Techniquement, il va aller télécharger d'autres charges utiles. Grosso modo, c'est comme un intermédiaire de confiance, hein. Plus vous avez d'intermédiaires de confiance, c'est comme un proxy. Plus vous noyez, hein, les communications dans le bruit d'Internet, hein. Si jamais je te sers intermédiaire, hein, il y en a eu 2, 4, 6, 8, 10. Ok? Donc on va multiplier, c'est ce principe, hein. On va se cacher, et c'est des techniques, un peu comme quand vous faites des montages financiers pour faire de l'évasion fiscale. On va monter plein de sociétés, de holding, de sociétés écrans, hein, qui, avec des hommes de paille, qui vont servir d'intermédiaires dans des paradis fiscaux, et tous les circuits de blanchiment de l'argent s'effectuent comme ça, hein. Mais c'est le même principe, pour vous faire tout le temps des analogies. Donc on a besoin d'intermédiaires. Ces intermédiaires peuvent être notamment les réseaux sociaux, hein, ou autres. Ensuite, on a de l'heuristique au niveau des recherches C2, hein. On a des valeurs d'entête, les fameux HTTP header, et on voit qu'on a le serveur et le keep alive, hein. Keep alive, techniquement, garde la connexion vivante, hein. Donc on voit qu'on a des valeurs en commun, on voit qu'on a du Nginx, hein, sur une architecture 386, on a Beanstalk, on a Cloudflare, DE Update, et de l'Apache, hein, avec les noms de domaine, les adresses IP, et quand est-ce qu'on les a vus pour la première fois, quand est-ce qu'on les a vus pour la dernière fois, hein. Je vous ai dit, on fait toujours une frise temporelle. Je vais vous la présenter pour comprendre, hein, les actions qui ont été menées les quelques semaines, les quelques mois, voire quand c'est des APT majeurs, pendant les quelques années, hein, pendant laquelle l'APT a réussi, première étape, à pénétrer, hein, le gain d'accès sur l'infrastructure du client, de l'acteur, qui a été euh, impacté, et la date où ils ont fait de la post-exploitation, exfiltré les données et ont disparu, hein. Donc ça, c'est tout le temps les mêmes techniques qu'on utilise, et on voit qu'on a des serveurs C2 qui sont récurrents, hein. C'est important de tout le temps s'intéresser au nommage, hein. Comment on nomme le malware? Comment les noms de domaine ont été nommés? Là, vous les avez sous les yeux. On a Akstat Space, Azure State App, akclouds.tech, akbox.space, akbox.tech.
aka mal update, passite. Ah, celui-là, il a l'air un peu douche, hein. Mal update, malware update. Celui-là, je m'en serais méfié un peu. Azure SecureTech, les autres, vous voyez que c'est plutôt discret, hein. Donc, on voit que le fameux mal update, justement, il partage des entêtes communes. Une en-tête, ouais. Avec le serveur C2, Smallest Store, hein, qui a été observé via le rapport de DFIR, donc d'Incident Response. Donc là, on trouve un lien, hein, on trouve corrélation entre deux sources. Mais à part ça, vous allez voir qu'ils ont été assez discrets. C'est peut-être la première fois qu'on les voit in the wild, hein, dans la nature, comme on dit. Donc les noms de domaine qu'utilise pas la convention de nommage Akamai Azure sont liés avec une confiance faible à ce cluster, car les similarités d'entête seules ne semblent pas constituer un élément suffisant pour les regrouper techniquement, hein. C'est vraiment pour ça que l'ANSI a décidé de nommer l'APT Locklin, hein, puisque c'était des techniques connues, mais par contre, au niveau des noms de domaine, au niveau de l'infrastructure du command and control, on n'avait pas de référence au préalable, hein. Donc rien ne nous met sur la piste qu'il y avait une certaine antériorité, hein. C'est peut-être une APT qui est toute neuve, hein, qui existe depuis moins de 2 ans. Donc, on n'a pas assez de données exploitables pour pouvoir la catégoriser, la classifier, hein. Ce que je vous dis tout le temps qu'on fait. Donc là, vous avez sous les yeux toute l'infra, hein. On voit les noms de domaine, on voit les clients qui ont été impactés et à chaque fois les serveurs de command and control que vous voyez via un petit nuage et qui sont régis par différentes composantes. On a du SAF, on a du Beanstalk, du DE Update, le Nginx, l'Apache, du Nginx là, du Cloudflare, hein. Donc on voit une redondance avec d'ailleurs des timeouts différents, hein. Et ils vont servir tous de relais, hein, vers l'infrastructure Akamai Azure où je pense qu'il y avait une dizaine, une vingtaine, une trentaine, on verra plus tard, de serveurs de command and control, hein. Vous n'en avez jamais qu'un, au minimum vous en avez deux pour avoir une certaine redondance. Et après, dans ces attaques d'ampleur, hein, puisqu'on s'attaque à des Pierre Fabre, c'est pas n'importe qui, Jeffco non plus, on s'attaque à des grosses entreprises françaises, donc c'est une APT de serveurs de command and control, hein, qui vont se répartir la charge. Donc les serveurs C2 Cobalt Strike, hein, sont marqués en bleu et correspondent aux serveurs identifiés grâce à de l'heuristique, hein, analyse comportementale, pardon. Et ce que nous dit l'ANSI, c'est qu'ils n'ont pas été observés au cours d'incidents. Donc c'est vraiment tout frais, hein. En bleu, là, on voit tous les serveurs identifiés. Vous voyez qu'il y en a un paquet qui servent de relais. Donc c'est bien ça. Il y a 49 serveurs C2 Cobalt Strike, hein, sur le cluster Akamai Azure. Nom de domaine, date d'enregistrement, adresse IP, hein. Et on revoit encore notre ami Namecheap, hein, Namecheap qui revient souvent dans les cyberattaques. C'est étrange. Donc tous les noms de domaine observés dans les incidents ainsi que ceux issus des pivots, hein, puisque je vous ai dit que on se sert de noms de domaine pour pivoter, hein, également et ne pas directement communiquer avec les serveurs de command and control, sinon ça serait beaucoup trop grillé, hein, et ils utilisent tous des TLD exotiques, souvent peu onéreux. Donc on a des certifications TLS, hein, puisque bah, il faut du chiffrement. On a le certificat Cobalt Strike par défaut, hein, aussi qui a été délivré en SHA-1, et les autres sont délivrés par Let's Encrypt. Donc les serveurs C2 sont majoritairement hébergés par Hostwinds et LizWeb, hein, qui sont aux États-Unis. Encore une fois, hein, vous voyez entre la répartition, tout est fait pour que quoi, on ne vienne pas à la source, à l'origine, hein, du pays qui a fait ça. Vous avez tout intérêt justement à aller héberger tout ça chez les Américains, ok? Comme ça, on se dira, bah c'est peut-être les Américains. Non, bien sûr que ce ne sont pas les Américains, ok? Mais si vous le faites dans le pays où vous lancez la cyberattaque, vous avez bien compris que vous êtes grillé, hein? C'est le jeu, c'est le jeu. Donc les implants CACBOT impliqués dans les incidents ont tous
une politique de nommage qui s'appelle MD. MD point quelque chose, hein. Très souvent, on va le voir, on a le MD.exe qui revient constamment avec des domaines, des numéros de version différentes. On a deux numéros de version, ce qui est assez intéressant. Ok. C'est la DLL. Ok, la DLL qui a un numéro de version. Donc, grosso modo, on a quoi? On a admin pref settings, mdo.exe, md.exe, ma.dll, md.dll, lijawof.exe, donc, et mdo.exe. Donc, tout ça, c'est Cackbot, hein. Je vais vous expliquer un peu son fonctionnement, mais grosso modo, c'est le md.exe, md.dll. Le reste, c'est les autres implants. Donc les implants sont gérés, hein, via la racine du champ botnet et la configuration de domaine, hein. Donc en fonction du domaine, eh ben, ils vont se servir de md.exe, md.dll, et communiquer, hein, via le pivot au serveur de command and control. Donc petit clin d'œil, hein, il y a il y avait Cackbot Obama, hein, avant. Là, on voit que c'est Cackbot Domain, hein. Donc, trois hypothèses. L'ID Obama est lié à l'ID Domain. Le cluster d'infrastructure Cobalt Strike est utilisé par plusieurs groupes d'attaquants et donc potentiellement fourni par un tiers cybercriminel. C'est ce que je vous disais, hein. On a de fortes chances que ce soit des hackers qui utilisent un service RAT, hein. Et Cackbot est un service RAS, donc il y a de fortes chances que ça soit le cas. Et l'infrastructure Cobalt Strike Akamai Azure est directement fournie à certains de ses affiliés, hein, par notamment Malar Spider, qu'on appelle Gold Lagoon, hein, qui est un groupe cybercriminel qui a développé et mis à disposition Cackbot, hein. Donc c'est vraiment des centaines de milliers d'euros par heure, hein, voire des millions par semaine, hein, pour pouvoir louer les services de Cackbot. Parce que ça peut vous rapporter beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que les groupes cybercriminels s'enrichissent en fait, hein. Ils louent leurs services à d'autres groupes qui vont lancer des APT. Mais eux se mouillent pas directement. Ils fournissent juste la technologie, les cyberarmes. Donc maintenant, on va parler un peu de Airclone, hein, qui est un outil d'exfiltration et un très intéressant. Il usurpe le nom du service Windows SVC Host, hein. On verra très souvent, ça va prendre SVC Host, SVC Conf, hein, et on retrouve d'ailleurs un peu cette logique, hein, dans ce Dino Kibi. Donc l'incident prologue décrit par l'éditeur intrinsèque est un peu particulier. En effet, il n'y a pas de référence directe à SVC Host ni au serveur utilisé pour l'exfiltration, hein. Donc Airclone est uniquement dédié à ça. C'est un outil open source d'exfil, hein, comme on dit, d'exfiltration pendant la phase de post-exploitation. Donc si on s'intéresse à Prologue, hein, qui est un incident précédent, Airclone a toujours été renommé en fait, hein, afin de ressembler au binaire légitime du système, hein. C'est ce que je vous disais en préambule. Donc, il est aussi envisageable qu'il ait été renommé SVC Host pour cet engagement. Donc, l'utilisation de Airclone et les noms de fichiers ne sont pas les seuls points communs entre les différents incidents, étant donné qu'il existe également des similarités sur les infrastructures d'exfiltration utilisées. On a les serveurs d'exfil FTP observés, hein, dans les incidents Jeffco et West France, qui présentent des certificats TLS auto-signés, hein, valeur Kansas City, utilisée dans le subject, et en plus d'avoir une version de VS FTPD identique, hein. Donc le VS FTPD, c'est un protocole FTP qu'on retrouve un peu partout. Le but de VS FTPD, c'est la problématique d'une sécurité maximale, hein. Ça a plus de 20 ans et ça a été créé par Chris Evans, hein, qui est le chargé de sécurité de Google Chrome. Il essaye de faire la séparation des privilèges et minimise les risques de piratage, hein. C'est pour ça que c'est, comment dire, un mets de choix, j'ai envie de dire, pour les hackers. En tout cas pour les cybercriminels, on va dire, pardon. Et on a également des serveurs d'exfiltration WebDAV, hein, observés
et qui présentait pardon, les mêmes bannières HTTP, hein, notamment l'authentification basique nommée Real Name. Cela ne ressemble pas à une configuration par défaut connue. Et ils exposaient tous les deux un certificat auto-signé généré avec OpenSSL. Hein, donc ça, tout le monde peut le faire. Vous pouvez utiliser OpenSSL pour signer vos propres certificats. Hein. Mais justement, c'est pas le même principe d'autorité que les roots C1 Certificate Authorities. Généralement, on se méfie hein, d'un certificat auto-signé. Ça pue un peu la merde. Donc les pivots réalisés à partir de ces éléments de configuration ont permis d'identifier d'autres serveurs d'exfiltration potentiellement utilisés par le même groupe d'attaquants. Hein, donc on a du WebDAV, on a les fameux serveurs VSFTPD, hein, avec les adresses IP. Donc on voit que l'infrastructure est totalement différente. Hein. On voit bien la partie offensive communication avec le serveur de command and control et là par opposition les techniques d'exfil hein, qui sont utilisées avec d'autres infrastructures. Hein. Du WebDAV, du FTP, qui va permettre de voler hein, les secrets industriels, faire de l'espionnage industriel économique. Donc les conclusions de l'ANSSI, avant que je vous parle un peu des techniques de fonctionnement de CACBOT. Hein. Donc d'après les investigations de l'ANSSI, il existe un groupe cybercriminel responsable des attaques à l'encontre de Jeffco hein, et des autres sociétés, ce qui est un petit peu logique, oui, il y a eu des actes malveillants. Donc, si on doit synthétiser les TTP, les tactiques, les techniques, les procédures, on a l'utilisation de Cobalt Strike, utilisation d'une convention de nommage des serveurs C de Cobalt Strike qui va usurper les noms de domaine Akamai et Azure, l'emploi fréquent du terme technologie et de ses dérivés dans ces noms de domaine, l'achat des noms de domaine chez Namecheap, l'utilisation de TLD exotiques, l'emploi du certificat TLS par défaut de Cobalt Strike et de certificat Let's Encrypt. Hébergement des serveurs C2 chez Hostwind LeaseWeb, l'utilisation de CACBOT en tant que première charge utile, application de la convention de nommage MD aux implants CACBOT, affiliation domaine de CACBOT hein, lié à Obama depuis juin 2020, utilisation d'outils d'exfil AirClone, application de convention de nommage SVC Host à l'exécutable AirClone et exfiltration via FTP et WebDAV. Hein. Donc il sera désormais dénommé Locklin, hein, d'après le nom d'utilisateur WebDAV employé pour l'exfiltration des données dans l'incident égrégore chez West France. Ok. Donc maintenant vous savez tout. Maintenant, mon petit grain de sel, je pense pas que ça soit une cyberattaque étatique, donc faite par les services de renseignement militaires. Il n'y a pas un très haut niveau de sophistication. Hein. Ils ont même fait des boulettes. On pourrait mieux faire. Hein, si on devait, en tout cas, ça a marché. Hein, ils ont réussi à voler une partie des données. Je dis pas que ce sont des amateurs, mais je pense plus vers un groupe de cybercriminels parce que encore une fois, hein, au niveau des techniques d'offuscation, les conventions de nommage, SVC, Host et tout ça, c'est vraiment des techniques d'offuscation assez simples. Hein, c'est pas très professionnel. Ils ont laissé les certificats par défaut. Ça aussi, ça indique le fait qu'ils sont pas très professionnels, hein, qu'ils débutent dans les cyberattaques. Hein, et puis, pareil, le rattachement de CACBOT hein, au niveau du domaine, visiblement, ils utilisent une technologie qu'ils ne maîtrisent pas encore et ils laissent par défaut, pareil, au niveau de Cobalt Strike, ils ont laissé, comment dire, des paramètres par défaut. Hein. Donc, au niveau des agents, au niveau des beacons, encore une fois, quand on craft une cyberattaque de cette ampleur, on ne laisse rien par défaut. Hein, puisque le fait de laisser aussi des choses par défaut, ça va montrer à votre cible que vous n'avez pas un haut degré de sophistication. Hein. Par contre, ils ont quand même de bonnes bases. Hein. Ils ont bien géré leur exfil, ils ont bien géré leur phase de spear phishing, d'attaque, de gain d'accès et de communication avec les serveurs C2. Hein, ça c'est plutôt propre. Ils ont fait ce qu'il fallait au niveau de leur serveur, au niveau des noms de domaine. Donc il y a une certaine technicité, mais pas suffisante pour que
moi, je dise que ce sont des hackers étatiques, hein. Je pense plus à des cybercriminels, hein, jeunes et motivés. Voilà. Donc maintenant, on va parler un peu de CACBOT, savoir un peu comment il fonctionne.